Quand tu disais, la dernière question, l'état de connaissance sur le marché, c'est... Oui, bonjour et bienvenue ce 25 janvier donc au Pôle Finance Innovation. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir plusieurs invités sur une thématique qui finalement touche l'investissement, la gestion d'actifs, mais touche un peu tous les segments de l'industrie financière, parce qu'en fait c'est le début. Avant de parler de finance, on parle d'éducation. Et aujourd'hui, on va parler dans le cadre de ce webinaire Éduquer, c'est gagner, de la problématique d'éducation financière abordée sous différents angles avec nos invités. Donc, je vais commencer par Tiffaine Seltini, CEO de Neuroprofiler, Alex Perrino, CEO de Jared, Arthur Jacquemin, CEO de la bienveillance financière, et David Charlet, président de l'Anacofi. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'être avec des fintechs et un représentant finalement des utilisateurs de ces fintechs qui font la jonction entre les solutions portées par les membres de Finance Innovation, une des professions qui flèche l'épargne et l'investissement sur les marchés ou ailleurs, et qui est en liaison justement avec les épargnants, avec toute personne qui est en attente ou en besoin d'éducation financière. Et pour commencer cet échange, David, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'état des lieux, en termes d'éducation financière, de compréhension. Qu'est-ce que vous remontez? Je sais que à travers les positions de l'Anacofi, c'est une thématique qui revient. Qui est encore revenu cette année, je crois, à 5 reprises, et sur la partie patrimoniale, sur la partie immobilier. Donc, finalement, dans tous les segments de vos activités, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, alors déjà, pour commencer, la particularité que l'on a, c'est que certaines des fintechs sont membres aussi. C'est-à-dire que c'est une question d'agrément et de statut réglementé, donc pas mal de fintechs vont se retrouver dans nos associations. Certaines sont utiles pour d'autres membres et certaines sont elles-mêmes des producteurs, si je puis dire, nécessitant les agréments et vont être chez nous. La particularité de l'Anacofi et pourquoi on bosse beaucoup sur tout ce qui est éducation financière, elle est assez simple en fait. C'est qu'on a été l'association du conseil et de l'intermédiation associée au programme EducFi et on est, à ma connaissance, la représentante au sein du comité stratégique EducFi de nos corps de métier. Donc ça nous a un peu obligés à nous bouger. Et puis par ailleurs, j'avais une particularité perso, c'est que je suis toujours d'ailleurs aussi enseignant et j'étais en même temps que membre du CCSF, j'étais membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc on avait tout pour être impliqué là-dedans. L'état des lieux, il est en fait assez simple à définir et il n'y a quasiment aucun pays dans lequel l'éducation financière soit à un niveau satisfaisant. Je vais juste prendre un exemple. Les Anglais, malgré leur éducation financière, se trompent d'environ 40% de leurs besoins à la retraite. Or, ils sont dans un système où on prépare sa retraite par capitalisation. Et l'erreur en volume de ce qu'il leur faudra est de 40%. Juste ça, déjà, c'est pas mal. Quant aux Américains, on estime que c'est la même proportion de la population qui est de haut niveau en termes de compétences financières. Attention, après, la moyenne, on peut discuter, mais sur la population qui est à un haut niveau, on est à peu près au même taux, ce qui, accessoirement, est un des taux les plus bas parmi les pays dans lesquels il y a un bout d'éducation financière. Donc ça, c'est une manière de poser le débat en disant attention, il n'y a pas que nous et tout le monde essaie de trouver des solutions. Alors après, en termes d'éducation financière, on a une personne sur deux qui se retrouve incapable de dire ce que fait 2% à la fin de l'année. C'est-à-dire que quand on leur dit vous avez 100 au début de l'année, il y aura 2% de rendement, combien avez-vous à la fin de l'année? Il n'y en a qu'un sur deux qui dit 102. Alors évidemment, si on leur dit au bout de 4 ans, on en a perdu un paquet. Voilà. Donc ça commence pas bien. Quand on leur pose la question de savoir est-ce que vous estimez avoir un niveau d'éducation et de compréhension financière satisfaisant, on est entre 60 et 70% selon les études qui disent non. Quand on pose la question, est-ce que vous êtes capable tout seul de choisir votre produit d'investissement, 60% disent non. Donc ce sont des niveaux qui sont très élevés. Je rappelle quand même qu'à 60%, là où c'est intéressant, c'est quand on coupe la France en quintiles et qu'ensuite on regarde comment il fonctionne en termes de placement ou de patrimoine, les deux premiers quintiles sont des quintiles d'épargnants. Le troisième quintile l'était dans le temps, il est toujours partiellement. Et donc ça veut dire quand même qu'on a une fraction de la population
épargnante structurellement qui dit j'ai pas de compétences. Et que si on en a quelques-uns en dessous qui disent j'aurai les compétences mais j'ai pas l'argent, bon bah ceux-là crament un peu de ceux qui sont au-dessus. Donc on a une faiblesse là-dessus historique. On a essayé de pallier ça avec une politique d'éducation financière. Chez nous, elle s'appelle EducFi. Ça n'a pas été le premier pays dans lequel on l'a fait. En Europe, on peut considérer que ceux qui avaient le plus tenté de mettre le paquet, c'était les Espagnols, où ils avaient vraiment déployé quelque chose que j'avais trouvé extraordinaire, qui d'ailleurs était avec une grande implication d'un monsieur dont je te parlais tout à l'heure, qui était franco-espagnol, qui s'appelait Paco Alvarez, qui a été le vice-président de la Bourse de Paris, accessoirement. L'un des CGP les plus connus là-bas, mais que tout le monde prenait pour un journaliste parce qu'on le voyait à la télé, la radio et autres. Pourquoi ? Parce qu'il était impliqué dans ce programme et qu'il était celui qui était l'image à la télé, à la radio de ce programme. Donc ils ont fait quelque chose. Nous, qu'est-ce qu'on a fait en France ? On a essayé d'abord de protéger les populations fragiles. Ça veut dire que le programme EducFi a d'abord ciblé l'accompagnement en formant toutes les personnes qui conseillent les foyers en fragilité économique. Ensuite, on a essayé d'acculturer les jeunes, mais les très jeunes. C'est là où il y a eu un débat, c'est jusqu'où va-t-on ? Au départ, on a commencé par les collégiens. Donc, plutôt que d'intégrer des heures, on a essayé de donner d'entraîner des modifications dans les programmes. Je vous prends un exemple de la première victoire qu'avait obtenue ce programme. C'était, on a remplacé un problème de mathématiques dans les bouquins, ce vieux problème de mathématiques, la baignoire se remplit à telle vitesse, puis en même temps elle se vide, dans combien de temps elle est pleine ou dans combien de temps elle est vide. En fait, on l'a remplacé par un problème budgétaire, familial. Ouais, c'était des petites victoires. Il avait fallu 2 ans de bataille avec les rectorats. Donc on avait ça, et puis petit à petit, donc il y a eu la création d'un site que tout le monde devrait connaître, d'information rapide, et en fait il a que 2 millions de connexions par an. Sur toutes les notions de l'éducation financière. On le rappellera à l'issue de. Voilà. Et du coup, et après, là, on est dans une espèce de phase d'accélération qui se sent pas tellement, mais qui est pourtant une accélération. On s'est rendu compte qu'on avait le même problème sur les patrons de TPE-PME. Donc, on a créé un clone de ce système d'éducation pour les patrons de PME. On est en train d'arriver, on monte en âge et on commence à sortir en termes de plan de cette éducation des collégiens. L'un des outils qui est utilisé, c'est ces quelques jours qui peuvent remplacer le service national, dans lequel un module a été intégré. Alors c'est un module de 3 heures, hein, c'est pas extraordinaire. Et tout ça se fait essentiellement au travers de jeux, puisqu'on s'est rendu compte que si on passait pas par le gaming, on n'arriverait pas à diffuser largement. Donc voilà un peu l'état des lieux. Après on peut creuser. Hein. On a là une étude de l'AMF qui était intéressante sur tout ce qui était les cryptos et ça c'est assez intéressant de voir que l'année dernière il y a plus de gens qui ont investi sur les cryptos que de gens qui ont investi sur les actions et que la compétence qu'ont ceux qui investissent sur les cryptos est moins bonne qu'ils ne le croient. Ça veut pas dire qu'ils en ont pas. Attention. Hein. Ça veut pas dire qu'ils en ont pas. Ça veut dire qu'elle est moins bonne qu'ils ne le croient. C'est-à-dire quand on leur pose quelques questions sur ce qu'ils auraient dû faire, bloops, donc leur appréhension du risque. Mais enfin quand même si en volume c'est moindre, en nombre, il y a plus de gens qui ont investi sur les cryptos que sur les actions, alors même qu'on a un rebond correct du nombre de Français qui investissent sur les actions. Voilà ce que je peux dire pour introduire le sujet. Et j'espère que ça a bien posé le paysage, mais je pense que on voit à peu près à quoi ça ressemble. Ça pose effectivement pas mal le paysage. Ça permet, alors tu parlais de gamification, ça fera aussi de la jonction avec ton activité, Tiffaine. Sur les cryptos, c'est effectivement c'est perçu comme un nouveau support. Ce sont des actifs numériques, donc il n'y a pas forcément cette assimilation à la finance traditionnelle qui fait que il y a une notion, les gens comprennent qu'ils gagnent plus rapidement, mais ne sont pas en capacité de l'expliquer. C'est aussi un vaste sujet sur lequel le pôle travaille, mais sur la partie effectivement éducation financière en général et gamification, mais justement, Tiffaine, je vais te passer la parole en premier. Toi, tu as les solutions portées par Neuroprofiler en termes d'éducation financière. À qui t'adresses-tu ? Alors en fait, comme on l'a souligné, c'est vrai que la meilleure manière d'apprendre, c'est par le jeu. Et donc on est vraiment parti de ce point-là, et on a comme modèle, pour ceux qui connaissent, Duolingo, qui est une application qui permet d'apprendre les langues et qui est utilisée maintenant sur tous les continents pour apprendre les langues de manière ludique.
Et donc, on a vraiment pris ce modèle-là pour l'appliquer à la finance. Donc, notre solution EduProfiler a pour objectif d'être le Duolingo de la finance. Et donc, ça prend la forme d'une application ludique d'éducation financière qui va permettre aux particuliers, mais aussi aux collaborateurs, de se former via voilà des jeux. On a des récompenses, des compétitions, des leaderboards. Donc, vraiment, tous les outils de la gamification sont utilisés pour aider à comprendre ces mécanismes de manière simple. Et donc aujourd'hui, on est en B2B2C parce que peut-être qu'on y reviendra plus tard. Le B2C est plus compliqué parce que la question est de savoir qui paye pour l'éducation financière. Donc aujourd'hui, on est en B2B2C et donc on va vendre cette solution à des institutions financières qui vont mettre à disposition l'application à leurs collaborateurs ou à leurs clients. Et donc on va avoir 3 principaux cas d'usage. Le cas d'usage formation interne, puisque la première étape, c'est quand même d'avoir des conseillers formés. Les générations de leads, puisque finalement, l'éducation financière, ça donne aussi envie aux clients d'investir et de diversifier leur portefeuille. Et troisième volet, la conformité, avec une application à la fois sur le sujet MiFID, donc comment aider les clients à avoir plus de connaissances financières pour investir dans plus de produits. Et un cas d'usage un petit peu qui est lié à cette notion budgétaire, c'est-à-dire comment notamment aider les institutions de crédit à la consommation de s'assurer que leurs clients vont investir en connaissance de cause. Très bien, donc 3 marchés, du B2B2C. Alexis, tu es aussi en B2B2C ou tu es plus C? Oui, tout à fait. Donc, on est en B2C. En fait, la façon qu'on a nous d'essayer de s'attaquer à ce problème-là, c'est finalement ça rejoint tous les constats qui ont été faits au début de cette prise de parole. C'est que gérer ses finances, c'est quelque chose qui est universel, quelque chose qui concerne absolument tout le monde. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que finalement la notion de patrimoine, c'est quelque chose qui est un petit peu dérivé, mais en fait, pour l'anecdote, l'étymologie de patrimoine, ça vient juste de l'obligation en fait de constituer quelque chose et de le protéger. Donc finalement, on voit que c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde. Et ça, indépendamment du niveau de revenu ou de la taille de son patrimoine. Finalement, un patrimoine, il peut être très élevé, il peut être faible, il peut être nul, il peut même être négatif. Et à ce moment-là, à chaque fois, en fait, les solutions à mettre en œuvre, elles sont différentes. Et pourtant, toutes les solutions, enfin toutes les études qu'on a observées, on se rend compte qu'elles conduisent au même constat, c'est qu'il y a d'énormes inégalités en termes de capacité à comprendre et à gérer ses finances. Ce qui résulte que on a beaucoup de gens qui sont perdus en fait dans la complexité de ce monde financier dans lequel ils évoluent, et ce qui conduit à beaucoup de difficultés à prendre des décisions éclairées. Et les causes, en fait, elles sont connues. C'est que les gens vont soit manquer de temps, en tout cas, ils n'ont pas le temps qu'ils souhaiteraient dévouer à la gestion de leurs finances. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour le faire, ce qui est vraiment critique. Ou bien ils n'ont pas les bases, en fait, l'éducation financière. Et l'éducation financière, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont on va hériter plus qu'apprendre. Et pour ça, on a essayé de concevoir un outil, alors on en reparlera tout à l'heure, mais on a essayé de concevoir ce système-là qui va permettre d'apprendre à connaître les utilisateurs, de se personnaliser. Et en fonction du coup du niveau de connaissance qu'on a de l'utilisateur, d'être capable de l'accompagner au quotidien comme un assistant personnel. Donc, mesurer son besoin effectif et personnalisé en accompagnement en termes d'éducation financière et accompagnement finalement à l'investir, enfin l'aider à terme à investir. Arthur, vous êtes aussi sur quelque chose d'un peu similaire ou la bienveillance financière alors, nativement le terme bienveillance financière, je vais te laisser l'expliquer. Je vais revenir dessus, merci. Effectivement, donc nous, la bienveillance financière, c'est vrai qu'on est parti de ce constat que David vous a très bien décrit, et c'est de se dire qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose sur 2 aspects. D'abord, le conseil patrimonial global, ce qu'on appelle parfois l'ingénierie patrimoniale, n'était pas suffisamment accessible, donc très peu de clients, pour faire simple, seulement les clients de la gestion de fortune y avaient accès. Mais il y avait aussi cette idée dans l'accès, d'accessibilité. Encore fallait-il que les conseillers, mais surtout leurs clients, comprennent
la recommandation patrimoniale, l'objet qu'allait porter le conseil. Et donc nous, la bienveillance financière, c'est la volonté dès le départ assumée de réconcilier notre industrie, qui en plus, alors on a parlé effectivement de parfois le manque de maîtrise des bases, et évidemment je m'inscris dessus, mais il faut aussi qu'on reconnaisse que notre industrie, elle est quand même particulièrement complexe, parce qu'en France, la fiscalité, c'est une des plus complexes au monde, et en plus elle est instable. Donc la bienveillance financière, c'est aussi la capacité à adresser toutes ces problématiques. Alors nous, on est adhérent d'ANEC aussi et du pôle finance innovation, mais sinon on est en B2B2C. Donc nous, on s'adresse. Donc c'est une plateforme. On veut créer donc ce conseil patrimonial augmenté à destination donc des professionnels de la gestion de patrimoine, qui soient CGP, banquiers privés, family officers, bref, tous les professionnels de gestion de patrimoine, pour leur aider à vendre, mais avec comme moyen, ce qu'on veut remettre au cœur, c'est ce conseil global, déjargonné, pédagogique, chiffré, personnalisé, de manière à ce que toutes les décisions qu'ils vont prendre s'inscrivent dans les contraintes réglementaires de la vente d'un produit financier, bien sûr, mais au-delà de ça, dans la capacité du client final et son conseiller, parce que tu l'as dit, encore faut-il que le conseiller ait le temps. On a parfois, nous, des conseillers qui ont en portefeuille jusqu'à 2000 clients, donc il faut bien qu'on leur apporte, grâce à la technologie, la capacité à délivrer un conseil dans un délai très court, qu'il soit vraiment capable de se l'approprier, mais aussi que le client comprenne tout. Et donc nous, on a gardé cette idée, on en parlera peut-être assez un petit peu, de toujours mesurer les choses de manière à ce que ce conseil patrimonial, cette pédagogie, le conseiller et son distributeur et ou sa tête de réseau, ils soient capables de mesurer un ROI, combien j'ai fait faire d'économies à mes clients, combien j'en ai servi, c'est quoi la typologie et combien je vais pouvoir flécher d'épargne. Donc vraiment cette démonstration que cette pédagogie financière, ce conseil global, il est rentable à la fois pour le client final, mais aussi pour le conseiller. Pour le conseiller. Donc, que le client final finalement comprenne quels sous, ce que lui rapporte finalement l'interaction avec son conseiller. Donc, vous avez trois façons d'adresser cette problématique. Du coup, moi, j'ai des questions un peu spécifiques. Comment est-ce que EduProfiler s'intègre, alors très pragmatiquement, dans la relation entre le conseiller ou le banquier, enfin conseiller, banquier privé, alors ça va dépendre des populations, et le client investisseur, en fait, et à quel stade? Est-ce que c'est en amorce de relation? Est-ce que c'est tout au long de la vie du produit? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, comme j'expliquais, donc nous, pour les particuliers, il y a deux principaux cas d'usage. Il y a la génération de leads et la partie conformité. Donc typiquement, on va commencer vraiment en amont, même au niveau de la prospection. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs ont besoin de comprendre avant d'investir. Et ça explique aussi pourquoi aujourd'hui, en effet, les jeunes vont s'orienter vers la crypto, qu'ils ont l'impression de comprendre parce que voilà, c'est attractif, il y a de l'information, tout le monde en parle, et l'immobilier. Voilà, qui est un peu les extrêmes. Et donc, il y a vraiment cette volonté de comprendre, de faire peut-être un peu moins confiance qu'avant au conseiller, c'est de dire que il y a mon conseiller, mais moi, j'ai aussi envie de comprendre avant. Et donc, c'est pour ça que nous, on va vraiment, dans la chaîne de valeur, commencer dès l'aspect prospection, où l'établissement financier va mettre à disposition de ses clients dormants, de ses prospects, la solution. Le client se forme et dès qu'il a compris un concept, on a en moyenne 15% de conversion, c'est-à-dire 15% des utilisateurs de la plateforme vont ensuite contacter un conseiller pour investir ou aller directement vers la souscription en ligne lorsque c'est possible. Donc ça, c'est la première étape. Donc et ensuite, ça fait un taux de transfo finalement assez intéressant. Assez intéressant, exactement. Oui, et on a quand on a une prise de rendez-vous, ce sont évidemment des leads très qualifiés parce que en moyenne, le client va passer 8 minutes par session. Il y en a 75% qui reviennent au moins une fois sur la plateforme. Et en moyenne, ils vont valider 5 modules. Donc, module, ça veut dire qu'ils vont valider les connaissances de 5 produits financiers en moyenne. Donc, ça veut dire quand même que quand le client arrive devant le conseiller, il a vraiment fait des progrès, il est averti et il a une vraie intention d'investir. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et ensuite, on a une deuxième étape qui va être la partie conformité, puisque aujourd'hui, avec la réglementation européenne, pour pouvoir investir, et heureusement qu'on a cette réglementation évidemment, il faut pouvoir prouver que son client a compris le produit avant de lui recommander.
La réglementation est de plus en plus stricte, il y a de plus en plus de contrôles. C'est vrai qu'avant, la pratique, c'était parfois de le faire un petit peu avec le client. Maintenant, il y a quand même des quiz et c'est beaucoup plus contrôlé. Donc, c'est vrai que ça peut être bloquant parce que, étant donné le faible niveau de connaissances financières des Français, c'est vrai que bon, si on leur soumet ce questionnaire qui connaissent ni actions, ni obligations, ni produits monétaires, tout de suite, on est un petit peu coincé en termes de recommandations. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir valider ses connaissances en amont. Et donc, quand le client arrive, il a validé ses connaissances MiFID. Ça fait que toute la partie réglementaire est quand même beaucoup plus courte. Et c'est pas la partie la plus drôle d'habitude. Donc, ça va permettre vraiment de tout de suite se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vraiment le conseil et avoir une discussion de qualité avec le client. Très bien. Avec Jared, comment est-ce que toi tu as élaboré ta solution? Est-ce que c'est venu je crois quand on en a discuté, il me semble, c'est venu d'un besoin plutôt wealth management family office ou d'un besoin vraiment de identifier sur une clientèle plus large? Alors en fait, ça vient effectivement de la gestion de fortune, pas d'un besoin, mais d'une volonté. En fait, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, sur Jared, c'était il y a plusieurs années. En fait, c'était avec une vraie volonté d'essayer de rendre accessible finalement quelque chose qui était disponible pour plutôt de la gestion de fortune. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de répliquer la philosophie du Family Office pour le grand public. En fait, pour recentrer ça, Family Office, avant d'être un outil de supervision d'assets ou ce genre de choses, c'est un outil d'information, de sensibilisation et d'analyse. Et en fait, ça leur confère un rôle de tiers de confiance présent presque au quotidien, étant donné qu'il y a un faible nombre de clients, toute proportion confondue. Et ça, aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'on estime être un manque au niveau du grand public. Parce que tu parlais de chaîne de valeur, effectivement, nous, on a une façon aussi de construire un petit peu notre vision sur la chaîne de valeur de la gestion de ses finances. En fait, c'est quelque chose qui a l'air simple, mais qui commence par un point de départ qui est universel, qui est de comprendre sa situation financière. Et c'est quelque chose qui est finalement relativement complexe dans le vrai sens du terme, parce que au-delà de ce qui rentre et ce qui sort, il faut aussi comprendre l'environnement économique et ce qui peut avoir comme influence sur nous. Il faut aussi comprendre certains facteurs endogènes. Donc en fait, notre personnalité, les biais cognitifs interviennent aussi. Donc il y a un aspect sciences cognitives qu'on a intégré à ça. Et c'est seulement une fois qu'on maîtrise ça et qu'on a quelque chose qui permet de monitorer ce sujet-là qui est dynamique, qui évalue en permanence, qu'on est en mesure de bénéficier de recommandations, de bonnes pratiques pour se tourner vers ensuite la gestion de l'excédent, donc en fait de l'investissement. Et finalement, c'est ça qu'on adresse. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du conseil en investissement. Ça, c'est vraiment le rôle de professionnel dont c'est le métier. Par contre, cette supervision ou plutôt cette assistance, parce que c'est comme ça qu'on se définit, on est un assistant du quotidien, c'est ce qui va permettre aux gens de mieux s'y retrouver, de mieux comprendre un environnement qui est quand même relativement complexe, qui est en train de se complexifier également. On a les marqueurs historiques qui commencent un petit peu à disparaître. Les ambitions de la vie, le rapport à la vie, à l'argent, etc. sont des choses qui évoluent profondément depuis maintenant plus d'une décennie. Et en fait, l'idée, c'est de fournir vraiment un outil qui va être un repère pour les gens pour pouvoir s'y retrouver au quotidien. On fait souvent le parallèle avec la médecine ou avec d'autres choses. C'est que il y a des problématiques qui nécessitent un diagnostic simple avant d'être orienté vers des spécialistes. C'est pour ça qu'on va voir un médecin généraliste. Ou bien pour la nutrition, par exemple, des applications qui permettent désormais de mieux suivre, par exemple, ce qu'on mange. Pourquoi? Parce que il y a 30 ans, on n'en aurait peut-être pas eu besoin, ou 40 ans. Mais les choses sont tellement complexifiées, les choses qu'on ingère, etc., qu'on a besoin d'être accompagné au quotidien. Et ça n'a jamais remplacé les nutritionnistes. Par contre, on a besoin de cette brique intermédiaire supplémentaire. Et c'est ce que nous, on essaie d'apporter pour le particulier. Et, Arthur, alors quand on a échangé, la bienveillance financière, vous êtes aussi sur ces sujets, sur le budget, l'accompagnement, le coaching, l'épargne, le fléchage de l'investissement, mais finalement avec des clients, avec une clientèle pour des conseillers qui sont en relation avec des clients avec des patrimoines pas forcément extrêmement élevés, si je ne m'abuse, et avec une problématique de gestion des moments de vie. Est-ce que tu peux nous
nous en dire plus sur comment ce Oui. que vous offrez? Bien sûr, avec plaisir. Donc nous, effectivement, on est en B2B, B2B2C pour être exact. Donc nous, on s'appuie vraiment sur la confiance entre le client final et son conseiller. Cette confiance, elle existe, elle préexiste. Et notre objectif, c'est d'aider ce conseiller en fonction de son temps, son niveau de portefeuille, en fonction de son niveau d'expertise à lui, en fonction de son profil client. Nous, on aime bien parler des moments de vie parce qu'on sait bien que, en fonction de l'âge du client, de sa maturité, de sa psychologie, de son histoire personnelle, évidemment, le conseiller va pas lui adresser ses besoins de la même façon. Et donc, nous, on doit être capable, grâce, on va dire, à de l'ingénierie patrimoniale déléguée ou IP as a service en anglais, d'être capable de lui apporter ce conseil global. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pour ça que j'aime beaucoup tous les points qu'on aborde, parce que c'est exactement ça au quotidien. Parfois, nous, on a aidé des sportifs professionnels, vous savez, qui sont en début de carrière, qui passent parfois de contrats extrêmement précaires à des contrats extrêmement importants et qui se retrouvent quand même tout le temps à découvert. Et c'est comme ça qu'on a fait des modules de gestion de budgétaire. Alors, ça peut faire sourire, mais du jour au lendemain, des gens qui se sont dévoués corps et âme sur leur travail se retrouvent à gérer de l'argent sans forcément savoir quelle part je regarde pour mes impôts, etc. Donc, voilà. Donc, la gestion budgétaire. La gestion parfois, et c'est là où nous, on aime bien... Enfin, en tout cas, on aimerait faire émerger, en faisant attention évidemment aux préjugés que ça peut assurer un peu cette notion d'éducation, mais pas seulement financière. Nous, on promeut vraiment une éducation patrimoniale, parce qu'en fait, ce qu'on essaie de démontrer à travers le conseil patrimonial, c'est qu'au-delà de sa rentabilité et de sa profitabilité, c'est qu'il apporte en fait aux clients et aux conseillers une approche juridique, fiscale, financière, immobilière et humaine pour tenir compte des biais évidemment des clients. J'aimerais vous donner là-dessus quelques exemples. Nous, on s'est aperçu que 30% des situations sur le régime marital sont mal renseignées. C'est-à-dire que les Français n'ont pas toujours conscience ou rarement conscience que en fait la première décision patrimoniale qu'on prend, c'est de choisir son régime marital. C'est comment on s'en fait. Alors, vous voyez, là, je suis très, très loin encore du placement financier. Mais en fait, c'est fondamental. Nous, quand on travaille sur certains sujets, ce qu'on appelle dans le langage technique, je fais attention de ne pas utiliser de barbarisme, mais parce que nous, on est plutôt là pour les déjargonner. Mais la dévolution successorale, les Français, parfois, se trompent même sur l'identité de leurs futurs héritiers. Les gens se rendent pas compte que quand on est pacsé, qu'on n'a pas fait de testament, le partenaire de Pacs n'est pas protégé. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, on s'adapte vraiment aux situations clients et on s'aperçoit que comment dans une famille recomposée, on va gérer le patrimoine. Comment on va gérer le cas d'une famille qui n'a pas d'enfants. Comment on va gérer le cas d'une famille où il y a des conflits familiaux, etc., etc. Et on s'aperçoit que l'approche globale va permettre donc d'abord d'apporter une réponse globale parfaitement réglementairement parlant exacte au client final, mais au conseiller, on va aussi l'aider à développer une chose par rapport au risque européen qui est très important sur l'objectif maintenant qui va être sans doute de faire du conseil payant. On va l'aider à changer de posture. Le conseiller, il va aussi grâce à sa meilleure pédagogie, à cette capacité à embrasser tous les besoins de ses clients, à développer des solutions où il va pouvoir facturer du conseil et avoir une approche interprofessionnelle où il va créer de nouveaux liens avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine. Donc, vous voyez que la pédagogie financière, notre capacité à nous, juste pour vous donner aussi très concrètement notre réponse, c'est que nous, on part du principe que ce conseil, il doit être global, il doit être écrit, il doit être chiffré, il doit être échéancé et déjargonné. Et c'est vrai que dans ce que nous, on appelle déjargonné, c'est ça, c'est de répondre à la problématique de l'éducation financière et du conseiller par rapport à son temps disponible, par rapport au nombre de clients, la variété aussi des clients qu'il peut avoir dans tout son portefeuille, mais aussi s'assurer que le client final comprend bien ses enjeux et qu'on lui a bien parlé en français pour qu'il comprenne pourquoi dans une stratégie globale, ce qu'on appelle aussi le wealth planning, donc cette idée de moment de vie, de trajectoire patrimoniale, on puisse lui expliquer dans son objectif à lui, dans son contexte à lui, quelles sont les meilleures décisions financières à prendre. Très bien, merci. Donc, David, par rapport à ce qu'on disait, finalement, ces approches, le patrimoine n'est pas qu'une question de riches. Enfin, le patrimoine, la notion de patrimoine s'adresse à tous les épargnants, à tous les foyers et de fait à tous les investisseurs. Moi, pour reboucler, donc on a vu que ces trois solutions avaient des réponses distinctes. Comment est-ce que l'Anacofi
répond ou sensibilise ou travaille avec ses conseillers financiers pour, non pas par rapport aux initiatives que tu as évoquées tout à l'heure, mais EduQuiFi, mais comment est-ce que vous faites en sorte de faire rentrer l'éducation financière dans l'habitus et dans les activités de vos membres en continu pour justement, enfin, comment est-ce que ça se matérialise? Déjà, pour commencer, on part de l'idée générale qui est que tant qu'on n'aura pas une population globalement éduquée financièrement, budgétairement ou en termes de patrimoine global, il n'y aura que les métiers du conseil, et encore une fois, que ce soit digital ou pas, soit digital ou humain, on oppose les deux, c'est complètement faux. Le modèle dominant aujourd'hui, il est homme-machine. Vous voyez bien, vous dites, on va fournir des outils pour des conseillers, et même les plateformes qui se disent totalement digitales, en général, vont rajouter un humain si jamais la personne le veut, sinon elles ne garderont pas tous leurs clients. Or, il y a encore deux déclencheurs, sauf à ce que la génération Z ne prenne pas, et on n'a pas encore d'études là-dessus, de la demande d'un humain. Donc, nous, ce que l'on va essayer de faire, c'est d'abord des études. On fait régulièrement des études pour nos membres, sont à disposition. On fait un observatoire du digital qui va leur permettre de pouvoir trouver ce que peut-être des outils qu'ils vont pouvoir utiliser, plugger pour leurs conseillers, sur leur site, sur ce qu'ils veulent. On essaye aussi de diffuser nous-mêmes du message. Alors, c'est compliqué pour une fédération professionnelle de diffuser du message jusqu'au client final. On en est conscient. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'une organisation professionnelle, c'est son but lucratif. Donc, tant qu'on ne perd pas de pognon, on peut le faire. Voilà, c'est assez simple. Donc, quand il s'agit de financer une campagne ou de participer à un projet national pour diffuser des idées, on va le faire. Évidemment, bien entendu, ceux sur lesquels notre effet est le plus important, ce sont nos membres. Donc, ça va passer par de la formation. Ça va passer par ce que je disais, ces fameuses études, ce fameux observatoire qui leur dira qui sait faire quoi de façon digitalisée. On va essayer derrière d'aller travailler aussi avec d'autres fédérations professionnelles. Et là, je voyais qu'on est en train de discuter un accord avec une fédération professionnelle qui n'a rien à voir, qui est une fédération de l'éducation. Donc on discute. Alors évidemment, le truc, c'est de trouver comment réussir à bosser ensemble pour pouvoir être efficace. Mais on a ça. Ceci dit, nous, on a créé une commission école et université. On a 35 écoles et universités en partenariat. Donc on essaie de faire passer aussi des choses par là. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? En fait, ils nous demandent de leur indiquer des thématiques pour les travaux, pour les cours, qui sont des thématiques d'actualité, de leur donner parfois du contenu, de leur envoyer des experts dans les comités pédagogiques ou scientifiques de ces écoles et universités. Donc voilà, par exemple, des choses que l'on peut essayer de faire quand on est une organisation professionnelle. Et puis après, il y a tout ce travail à l'intérieur d'entités dans lesquelles on réfléchit plus en profondeur. Donc effectivement, il y a EduQuiFi, il n'y a pas que EduQuiFi. On a participé dans une autre enceinte à un travail. Alors attention, justement, là, si on ne sait pas éduquer financièrement, on fait quoi? Soit on met un conseiller en face, soit on décide que tout l'écosystème va devoir descendre son niveau de langage. Alors dans le même temps qu'on nous met plus de contraintes et que par exemple les juges et les régulateurs tapent quand ils estiment qu'on n'a pas descendu assez d'informations pour éclairer le choix du client. Je rappelle, quand on se met dans une position de ne pas être un gérant, quand on gère à sa place, c'est un autre sujet, encore qu'il faut rendre des comptes, mais quand on est le conseiller, en gros on voit que la jurisprudence, c'est si tu n'as pas descendu assez d'informations pour éclairer la proposition de solution que tu fais, tu es en danger. Et dans le même temps, sur des travaux autour du constat de l'éducation financière, dans d'autres instances, la question qui se pose, c'est de descendre le niveau de langage. Ce qui m'a permis de découvrir qu'il existait des normes internationales avec donc un lettrage précis, une taille de lettres et un niveau de langage avec le langage soutenu. Et il y a une dizaine de crans. Et pour que la population puisse vous comprendre, il faut descendre de 7 crans le plus haut de votre langue, quelle que soit la langue. C'est-à-dire, en gros, vous êtes en train de bosser avec 600 mots, hein, j'exagère, mais enfin, et avec 600 mots, il va falloir leur expliquer ce que vous leur proposez comme placement. Sachant que nous, on va parler de volatilité. Alors, à volatilité, on a perdu tout le monde. Hein. En plus, vous voyez, et attention, parce que c'est véritablement un débat qui est posé, qui est sur la place. C'est-à-dire que quand on mène ces travaux, on se rend compte que dans certains pays, y compris en France, certaines sociétés ont tenté des expériences de rédiger intégralement des contrats pour des solutions de placement avec ce type de normes, pour voir. Quand vous les lisez, d'ailleurs, vous les comprenez complètement. Enfin,
on a neutralisé le langage technique. Et de l'autre côté, vous avez donc des autorités qui elles, disent bah non, mais faut utiliser des termes clairs, on a inventé des termes. Et on fabrique dans le même temps des espèces de dictionnaires où notre sujet, c'est pas d'utiliser un langage faible, c'est d'essayer tout simplement d'avoir pour un même mot une même définition. C'est très très bien en assurance, ça. En assurance, attention, un accident n'est pas la même chose chez l'un et chez l'autre. Donc, votre couverture en assurance n'est pas la même. Donc, mais on n'a pas descendu le niveau de langage là. On accepte un langage technique et on va juste dire à ceux qui l'utilisent que vous ayez tous la même définition. Donc voilà, nous par exemple, on se mêle des deux travaux en fait. Pour le coup, cette année, on s'est mêlé de ces deux travaux. Un travail où on était en train de réfléchir sur on descend le niveau de langage qui me faisait très très peur, mais qui me faisait rire. Si je ris sur un truc comme ça, c'est que c'est pas très bon signe. Mais après tout, c'est intellectuellement intéressant. Hein, essayer de trouver des mots basiques parmi 600 ou 700 pour expliquer, c'est une belle gageure. Et puis de l'autre côté, on travaillait et on en a sorti 2 au sein du CCSF d'ailleurs, qui sont des explications de termes techniques pour que tout le monde ait les mêmes et que du coup, quand un consommateur épargnant, investisseur, assuré, ira lire un contrat, il soit sûr de comprendre la même chose. Voilà par exemple ce que l'on peut faire. Et évidemment, tous les groupes de travail internes de l'association peuvent concourir à aider dans l'ensemble de ces travaux-là. Voilà. Et ce que l'on fait aussi, c'est que maintenant, on essaye de s'inspirer aussi des travaux des autres pays. On a compris qu'en discussion avec les Espagnols, on le faisait déjà, mais c'est parce qu'on a des fédérations européennes. Dans nos métiers, il y avait un grand think tank mondial qui s'est effondré, enfin qui a totalement disparu, et qui notamment bossait avec l'ONU sur ces sujets-là, et qui a totalement disparu. Donc ce qu'on essaye de faire ces derniers temps, c'est de repluguer sur ces autres fédérations des autres pays où ils ont donc autres continents, hein, où ils ont vraiment bossé sur les mêmes sujets pour partager les expériences et voir ce qu'on peut s'amener ou ce que eux peuvent nous apporter. Voilà, on va aller voir les Canadiens pour commencer. Loin de nous. Très bien, merci. J'avais une troisième question, enfin qui était un peu plus, alors je sais pas si elle est plus ambitieuse ou pas. Vous avez tous des réponses, enfin vous apportez des réponses, notamment tous les trois avec votre propre prisme, finalement à ce besoin quasi universel d'éducation financière et budgétaire. Alors on l'a pas encore rajouté, hein, je me permets de reprendre le terme parce qu'il est la proposition est intéressante. C'est un sujet récurrent, c'est remonté par, je dirais, tous les acteurs à la fois de la finance, de la société, sur chaque, selon vous chacun, quel est le niveau vraiment de connaissance sur vos marchés et plus particulièrement, enfin plus largement en France, qu'on vous remonte, vos clients directs sur cette appréhension de l'éducation financière spécifiquement. Je pense que là, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a un problème d'éducation financière dans le monde, et en particulier en France, où on voit que dans les dernières études, par exemple celle d'Alliance d'août dernier, la France est quand même plutôt mauvais élève par rapport aux pays développés. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème. La conséquence, c'est que ça va générer aussi un vrai mal-être financier. Il y a par exemple une étude vive qui montre qu'il y a 60% des Français qui sont anxieux par rapport à leur avenir, à leur protection sociale, à leur avenir financier. Donc ça génère une anxiété. Donc il y a un problème et il faut qu'on trouve des solutions pour régler ce problème. Et la spécificité, je pense, de l'Europe et donc un peu de la France, c'est de savoir qui paye pour cette éducation financière. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de voir comment les choses évoluent, parce que c'est vrai que l'éducation financière, elle a toujours été faible en France, mais c'était pas forcément lié à cette anxiété par rapport à l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur comment le système social va évoluer. Donc c'est source d'anxiété. Et donc là, soit c'est les particuliers qui payent. Donc en effet, il y en a certains qui sont prêts à payer pour ça. Voilà. Mais il y a aussi une attente, et nous c'est ce qu'on voit dans différents sondages qu'on a pu faire auprès des jeunes notamment. Il y a quand même une attente en France que eux sont pas prêts à payer pour pouvoir y avoir accès. C'est qu'ils attendent que ça soit leur banque, l'État, mais eux sont pas forcément prêts à payer pour ça. Un peu comme sur les sujets de santé d'ailleurs, où on voit qu'on a le même phénomène. On n'est pas prêt à payer pour faire des progrès sur sa connaissance de sa santé.
Et donc, il y a soit l'État, et on voit qu'il y a des initiatives qui sont prises, peut-être pas encore suffisantes, mais bon, il y en a. Et en effet, il reste deux acteurs, l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a tout doucement des initiatives aussi avec c'est majeur de tout ce qui est perco. Voilà, exactement. Les agrégateurs. Exactement. Donc il y a en effet pas mal d'initiatives de fintech qui vont proposer de l'éducation financière, mais plutôt sur ces sujets-là très épargne salariale, et les entreprises vont pouvoir les utiliser. Et il reste les institutions financières. Et c'est que ce qui est intéressant à nous c'est ce qu'on voit quand on discute avec les banques ou les assureurs. Il y a vraiment cette notion de oui, il y a un problème, mais pourquoi c'est à moi de le résoudre? C'est-à-dire que pourquoi c'est à moi de dépenser X millions sur l'éducation financière, parce que bon, mon intérêt c'est quand même d'être rentable, d'avoir un retour sur investissement assez rapide. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur aujourd'hui il y a un mythe assez fort sur le fait que l'éducation financière c'est bien, mais ça va mettre 20 ans pour avoir des effets. Et en fait, aujourd'hui, il y a quand même, je pense que vous avez la même expérience, on voit que non, l'éducation financière, ça va pouvoir aider les institutions financières à court terme à avoir un retour sur investissement. Parce qu'un client qui comprend comment mieux gérer son budget, comment mieux gérer ses investissements, va diversifier son portefeuille, va investir plus, va pouvoir répondre aux exigences MiFID II. Et donc, pour moi, c'est vraiment là où en est le marché, c'est-à-dire il y a encore une croyance que l'éducation financière, c'est l'État qui doit financer sur le long terme, alors qu'en fait non, ça doit être aussi les institutions financières et elles ont raison de le faire parce que retour sur investissement rapide. Voilà. Et là, on le voit, et je pense qu'il y aura d'autres chiffres à partager. J'évoquais les 15% de taux de conversion. On va pouvoir aussi avoir 85% de clients qui vont pouvoir, après notre parcours, terminer un questionnaire MiFID avec des questions assez techniques, y compris sur des produits complexes. Et donc, le retour sur investissement est immédiat. Avant, je peux quasiment rien recommander à mon client, alors qu'il a une bonne situation financière et qu'il a une vraie appétence au risque. Après le parcours, je peux lui proposer à peu près toute la diversité de produits que j'ai à disposition. Donc il y a un vrai effet positif court terme pour les institutions financières. Très bien. Alexis? De toute façon, je vais continuer parce qu'effectivement on est tous d'accord sur cet aspect-là. Au niveau de l'éducation financière, un point que je trouve intéressant, c'est là, on revient du CES et là-bas, en fait, le terme qu'on utilisait principalement, c'était financial literacy et pas financial education. Et ça apporte une nuance qui est intéressante. C'est qu'en fait, la perception de l'éducation financière, et même en France, ça a forcément une connotation qui est très presque scolaire. Et donc, effectivement, enfin, c'est ça qui contribue en partie au fait que, effectivement, on n'est pas prêt à payer pour son éducation. La financial literacy, elle est un peu plus vaste. C'est-à-dire que, alors, la traduction française, il y en a pas vraiment, mais si on tente, ce serait de l'alphabétisation financière, quelque chose comme ça. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique effectivement des connaissances sur la gestion de patrimoine, mais c'est aussi la gestion de son risque, la gestion de sa dette, la connaissance vis-à-vis de sujets financiers. Ça va même jusqu'au droit du consommateur, parce qu'en fait, à partir du moment qu'on n'est pas alerte sur ces sujets-là, on peut potentiellement perdre de l'argent. Ça inclut les arnaques, etc. Et en fait, on voit que il y a un panel assez vaste de sujets sur lesquels on n'est pas préparé en fait. Et ce manque de préparation va conduire justement à potentiellement de la perte financière, ou en tout cas pas une approche optimale sur la gestion de ses finances et par extension de son patrimoine. Et sur ce sujet-là, en fait, c'est là où je pense qu'il y a justement une problématique qui est clé, en fait, qui est celle qu'on traite, c'est que d'un côté, on va avoir des gens qui ne sont pas suffisamment préparés sur un grand panel de sujets pour lesquels ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'accompagnement, d'assistance au quotidien, de sensibilisation. Donc vraiment d'avoir cet outil. Alors nous, en l'occurrence, on dresse un profil très complet de ces personnes-là qui existe pas en fait, il n'y a pas d'équivalent sur le B2C et qui va leur permettre de recevoir de manière, enfin notre outil est proactif et qui va les aider à, selon les différents éléments de la vie dans laquelle ils se situent, etc., pouvoir se retrouver et être en capacité d'identifier des pistes de solutions. Et en fait, à partir du moment qu'on identifie des pistes de solutions, c'est que de l'autre côté, quelque part, on est en capacité de générer des leads pour quelqu'un. Parce qu'en fait, vraisemblablement, on identifie un problème, on le souligne à quelqu'un et on trouve potentiellement une solution. Donc,
finalement, la rémunération d'un point de vue B2C, je suis assez d'accord, en fait, elle est hybride entre le B2B et le B2C, sans forcément passer par le B2B2C. Enfin, après, ça, c'est des choses à tester. Mais donc, en fait, la problématique de l'éducation financière, pour moi, elle réside ici. En fait, elle réside dans l'étendue de ce que constitue en fait cette alphabétisation financière. Et le problème de la difficulté et de se poser la question de qui doit payer, en fait, elle est intrinsèque parce que tout à l'heure, on parlait de la chaîne de valeur de la gestion financière. En fait, quand on regarde et qu'on parle de la compréhension de la situation financière, donc de la montée en compétences pour être en mesure de bien gérer ses finances, de générer un excédent, puis d'aller trouver quelqu'un qui va nous accompagner pour le placer, etc., on se rend compte que globalement, les gens sont plus prêts à payer sur cette fin de la chaîne de valeur et c'est là où on retrouve le plus d'acteurs parce que, alors non seulement c'est là qu'on arrive assez bien à facturer des frais, etc., mais du côté du consommateur, c'est psychologique. C'est que c'est là où on arrive le mieux à mesurer le ROI de ce qu'on fait. Si on décide de mettre un certain montant sur une certaine solution, on arrivera à mesurer combien elle nous rapporte. C'est plus dur de mesurer ce que va potentiellement nous apporter la lecture d'un livre ou écouter des conseils ou lire un blog, etc. Et donc, en fait, c'est là où il faut réussir à associer justement en quoi est-ce que cette montée en compétences va pouvoir générer ce ROI. En fait, c'est dans cette pédagogie-là que se situe la clé, pour moi en tout cas, de l'éducation financière et de cette alphabétisation financière. Arriver finalement à créer de l'immédiateté en termes de rendement. Exactement. Et au final, on se rejoint complètement sur la conclusion. Alors, nous, on a mis en place quelque chose auquel on tient beaucoup, parce que quand on est en B2B2C, on n'a plus le client final en direct. C'est ce qu'on appelle les belles histoires clients. Et donc, nous, on a aujourd'hui un peu plus de 1000 conseillers, encore une fois, réseau bancaire, CGP, banque privée, peu importe, qui utilisent nos services. Et on a pris l'habitude de les écouter et que quelque part, ils nous restituent leur rendez-vous client. Certes, nous, on a fait le conseil, mais comment ça a été perçu par le client? Est-ce que on pu dérouler derrière, etc. Et on s'aperçoit que je pense qu'il y a quand même deux très grands points qu'il faut souligner. D'abord, n'oublions pas quand même la technologie qui permet quand même énormément de choses. Nous, pour être très concret, ça permet de descendre le seuil d'éligibilité à l'accession à un conseil patrimonial global. Pour faire simple, dans un réseau traditionnel, c'est réservé aux clients de la gestion de fortune. Un client de la gestion de fortune, qu'on se rende compte, c'est quand même souvent des gens c'est à partir de 50 millions d'euros. Donc, c'est des gens qui ont plusieurs millions d'actifs financiers sous gestion. Nous, chez nous, le client moyen de nos clients, de conseillers, on est 1,2 million. Donc, vous voyez que la technologie, déjà, permet bien de rendre accessible cette approche globale, donc juridique, fiscale, financière, immobilière et humaine. Donc, premièrement, la technologie, ça valide son intérêt. Donc, on arrive bien à remplir cette première promesse. Juste, nous, on a estimé, alors je ne sais pas quel chiffre tu as, mais nous, on estime que la clientèle non conseillée en France, entre 500 000 et 3 millions d'euros de patrimoine, tout confondu, un patrimoine brut, c'est quand même 3 millions de foyers. Donc, c'est une clientèle qui a des besoins patrimoniaux, qui a besoin de conseils, de tout ce que vous avez très bien décrit, mais qui, aujourd'hui, dans notre industrie, n'est pas suffisamment riche de potentiel de placement pour justifier un accompagnement de type ingénierie patrimoniale. Donc, déjà, ça montre bien que cette technologie, elle rend accessible à un beaucoup plus grand nombre ce besoin. Ensuite, la pédagogie, nous, vraiment, sur la partie conseil, nous, on pense que ça permet vraiment, à partir du moment où on donne de la valeur à une approche client, à partir du moment où on l'éclaire sur des sujets que lui-même n'a pas la maturité, le temps ou la technicité pour se rendre compte, typiquement combien vous allez perdre de revenus à la retraite si vous faites rien, combien vos héritiers paieraient de droits de succession si vous ne faites rien, ce conseil-là, il a une valeur énorme. Donc moi, là où je suis un peu en désaccord avec vous, mais j'apporte ma contribution, je pense que c'est comme ça que cette table ronde a été construite, heureusement, c'est qu'en fait, le conseil en soi, en amont de la solution financière, qui est la déclinaison d'une stratégie, d'un besoin identifié, la réponse à un besoin. Ce conseil, il a une valeur énorme et on peut faire payer les clients. Donc moi, je voudrais participer aux gens, vraiment à tordre le cou à deux idées fausses à mon avis. C'est on ne peut pas produire le conseil à grande échelle. Nous, je pense que maintenant, on démontre que c'est possible. Et les Français ne sont pas prêts à payer le conseil. Je crois vraiment, moi, ma conviction intime depuis le début, et ça se confirme, c'est que c'est faux. À partir du moment où
que vous parliez tout à l'heure de ROI, oui, il faut que le document qu'on lui remette, il soit écrit en français, déjà jargonné, nous on dit mais qu'il soit rédigé. Alors je sais pas si on descend les 7, mais en tous les cas, nous les 7 niveaux de langage, mais en tous les cas, on essaye vraiment que, encore une fois, soit compréhensible. Encore une fois, c'est pas un cours de fiscalité, hein, on se met bien dans le contexte du client, on répond à ses besoins, on lui explique pas tout ce qu'il pourrait faire dans d'autres circonstances, c'est pas son sujet. Donc nous, on se donne pas pour objectif de l'éduquer in abstracto, ce que vous disiez apprendre à lire un livre, ça on sait que non, on va tout de suite à l'essentiel dans sa situation. Ensuite, je pense que donc, et avec un ROI, et c'est là où moi je veux être important de souligner, c'est qu'encore une fois, la vertu de l'éducation patrimoniale ou financière et budgétaire, elle a vraiment un ROI. Elle permet vraiment au conseiller concrètement de de valoriser les données qu'il a sur son client, de construire une meilleure relation, d'atteindre ses objectifs et de répondre à l'attente de son client. Et ensuite, juste en conclusion, tu disais, mais moi je pense que c'est important qu'on se dise tous qu'on a un rôle à jouer. Et nous, on est conscient de tout ce que vous avez tous très bien décrit, sur lequel on s'inscrit complètement. Donc nous, on estime qu'on a un rôle à jouer. Alors, bien sûr, dans notre quotidien, de faire preuve de pédagogie financière. Nous, on intervient, comme toi, on est très attaché à l'éducation. Donc, on intervient dans des cursus d'université, d'écoles de commerce pour aller à la rencontre des étudiants, leur expliquer l'importance de cette approche de d'autres métiers, etc. Et pourquoi gestionnaire de patrimoine, c'est un des plus beaux métiers du monde. Mais encore faut-il le faire, comme tu l'as dit, outiller, de sortir de l'isolement au départ pour vraiment être capable de répondre à ces problématiques fiscales qui changent tout le temps. Enfin, on l'a dit. On écrit des articles. Hein, nous, on met à disposition beaucoup de contenu gratuitement et on essaie de sensibiliser aussi la plupart de nos publics. Voilà. En tous les cas, voilà, nous, on pense que c'est important. Et il y avait juste un point que tu as évoqué, mais qui me semble aussi important, c'est que n'oublions pas qu'il y a aussi une deuxième conséquence, c'est quand même les fake news. C'est quand même aujourd'hui le développement. Tout à l'heure, on parlait des cryptoactifs avec tous les abus qu'il y a eu. Ils ont aussi profité du fait qu'ils avaient quand même une gamification très forte qui s'adressait à des jeunes qui avaient envie d'investir de chez eux avec leur code de la génération Z, mais sans en avoir toujours la culture financière au sens large. Nous, on pense que voilà, il y a sans doute quand même de la part de nous, acteurs réglementés, régulés, agréés, on a sans doute aussi un rôle à jouer pour lutter contre les fake news. Et là, je pense qu'on peut sans doute faire encore mieux pour de temps en temps expliquer, décortiquer, parce qu'on s'aperçoit quand même que les arnaques sur le digital financier, elles ont quand même souvent des techniques. Hein, donc, on a peut-être encore du travail aussi à faire pour valoriser ce qu'on fait en expliquant aux gens que quand vous n'êtes pas suivi par un conseiller agréé, alors peut-être qu'il n'explique pas, qu'il vous fait signer beaucoup de papiers, qu'il a beaucoup de contraintes, mais il vous apporte aussi d'autres sécurités. Il n'y a pas de formule magique en là. Et attention aux raccourcis, attention à la simplicité. Et donc sur les fake news, je pense que voilà, c'est aussi un thème qu'on doit peut-être adresser parce que le manque d'éducation financière fait quand même des victimes aussi de ce côté-là, parce que forcément, ils sont n'ayant pas les outils académiques, ils y sont forcément plus exposés. On essaye. On essaye de le traiter. Hein. Mais avec la limite que je disais tout à l'heure, c'est le rôle de la fédération pro. C'est le rôle de l'organisation professionnelle d'essayer de le faire. On fait des passages dans les médias, on a inventé des formats plus modernes, on est sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on faisait à l'écrit, on l'a cloné dans des émissions faites autrement, on s'est mis à faire des pastilles digitales parce que ça marchait mieux, on a fait une chaîne YouTube. Maintenant, la difficulté, c'est encore une fois, qu'est-ce qui est regardé d'une fédération professionnelle, que ce soit l'AFG, la fédération bancaire, l'ANACOFI. Tout le monde, en fait, a déployé des schémas de com, mais descendre... Alors, oui, mais l'AMF, elle est l'autorité. C'est-à-dire que l'AMF, elle a la capacité, son nom est connu de tout le monde, quand elle met quelque chose, ou quand elle dit aux autres organisations, quelles qu'elles soient, s'il vous plaît, diffusez un message, ça diffuse. Voilà. Nous, ANACOFI, quand on dit, s'il vous plaît, pourriez-vous diffuser notre message, on revient, les autres, allez, t'as dit relais, hein, et encore, là, moi, bon, voilà, et encore, c'est parce qu'on a appelé les copains. Quand on diffuse un message, on a fait 10 000 vues, c'est un bonheur. Il suffit que quelqu'un gueule sur les réseaux sociaux dans le métier, il fait 10 000 vues sur une connerie, éventuellement une fake news. Bon, voilà. Donc, on est conscient de notre limite. Donc, mais c'est notre rôle, mais de faire cette communication au nom du métier. Il y a un vrai sujet sur la diffusion par ces moyens plus modernes. C'est pour ça qu'on passe plutôt par les schémas instit, parce que là, on y est entrant, et ce que l'on va apporter sera relayé par ces instits, même si ça ne nous empêche pas d'essayer aussi de le faire. Le jour où vous relayerez tous nos messages, on sera vachement efficace. Voilà, mais c'est plus compliqué. Ceci dit, nos scores sont pas nuls, mais il faut être raisonnable. On n'a pas de 250 000 followers.
Je les ai même pas parmi nos charmants membres. Tiens, j'ai moins de followers que nous n'avons de membres sur l'Anacofi, donc ça vous donne une idée. Hein. Voilà. Très bien. Donc de l'éducation financière, du bon sens. Finalement, c'est on revient des principes de base. C'est comment rapprocher du bon sens, de la gestion budgétaire, des choses qui ont disparu, enfin qui étaient enseignées jusqu'à une fracture, enfin jusqu'à un changement social majeur. Juste avant les années 70, et vous participez tous à redonner. Alors, je vais employer un terme un peu éculé qui est celui d'économa, hein, finalement. Mais à partir du moment où on a une population qui est formée à anticiper, à faire des réserves, on en arrive à avoir des gens qui ont une vue sur ce que c'est que épargner, du coup investir. Et vous participez tous à cette action d'éduquer financièrement, de permettre aux gens d'être sensibilisés au fait de prévoir pour eux et les leurs finalement, et ce soit à travers vos solutions, soit à travers les informations et les communications que vous faites ou l'animation de vos réseaux. Est-ce qu'il y aurait des questions spécifiques par rapport à ce qui a été vu ce matin dans la salle? Merci. Oui, bon, j'ai trouvé très intéressant, bravo, hein, tout ce qui a été dit. J'ai quand même une question sur un sujet qui a été à peine effleuré à propos des fake news, mais c'est YouTube, qui a été un grand absent de ce débat, alors que on voit énormément de vidéos avec énormément de vues, avec des chaînes qui ont un nombre immense d'abonnés, aussi bien sur les actions, sur les cryptos, sur l'immobilier, sur les placements. Je serais curieux de savoir quel est l'impact de ce YouTube qui est quand même regardé sur le niveau justement d'éducation financière. C'est le sujet des influenceurs, ça, plus globalement. Et il est, pour ce que nous, on peut en voir, il n'est pas aussi important qu'on pourrait le penser. C'est plus globalement les influenceurs, YouTube ou pas YouTube, c'est tous les moyens qu'ils utilisent. Et donc, quand c'est de qualité, ça va bien. Quand c'est des fake news ou des gens qui sont juste agressifs pour gagner quelques personnes qui payeront, ça va pas. Donc, pour moi, YouTube est un des outils parmi tous les outils utilisés aujourd'hui. Je pense que YouTube a été plus disruptif à un moment qu'il ne l'est aujourd'hui. YouTube, c'est presque un résultat final pour des gens qui ont su, pour certains, qui ont su démontrer par d'autres médias qu'il fallait les suivre, alors qu'au départ c'était un tout en lui-même. Voilà. Après, est-ce que ça a un effet? Oui, forcément. Quand tu as des gens, des dizaines de milliers d'abonnés à une chaîne et qui fait son travail proprement, il a un effet. C'est absolument indiscutable. Mais ceci dit, il a un effet sur un public qui va sur YouTube. Et tout le monde n'y va pas. Je rappelle quand même que les gens qui ont le plus de pognon sont des quinquas. Et que ces quinquas sont digitaux, mais n'ont pas le même attention, quand on dit que c'est les jeunes les plus digitaux, c'est pas vrai. C'est les jeunes et les quinquas. Parce que les quinquas ont le pognon pour acheter le digital, ils en ont juste pas le même usage. Donc c'est peut-être pas YouTube qui va percuter pour eux. Voilà. Donc il y a des effets sur certaines populations, sur d'autres certainement moins. C'est indéniable que YouTube a un effet, oui, bien sûr. Ça, mais bon, nous on a vu quand on a lancé notre chaîne YouTube, c'est pas par là que nos messages passent le mieux. Même quand on y met des moyens, même quand on embauche une graphiste, même quand on met du matériel, même tout ce que vous voulez. Voilà, il y a un public pour ça, c'est clairement pas celui de nos membres. Bon, voilà, point terminé. Je vais rajouter pour moi le problème effectivement il est aussi un peu plus vaste que YouTube. Alors YouTube c'est une plateforme qui est intéressante parce que globalement le contenu, alors il y a à boire et à manger dessus, mais globalement le contenu il va souvent être relativement bien documenté par rapport par exemple à d'autres réseaux sociaux. Et en fait en tout cas de mon point de vue, la problématique, elle vient plus de pratiques marketing, par exemple, hein, qui ont glissé de certains secteurs d'activité jusqu'au secteur financier, où aujourd'hui on va retrouver en fait des stratégies très agressives qui ont pour but de promouvoir des choses. Alors parfois c'est des choses
viables, mais qui sont amenés à des personnes qui n'en ont pas la connaissance et du coup qui vont se faire avoir. Et parfois, ça va être des arnaques, purement et simplement. Mais la grosse problématique, elle vient surtout aujourd'hui de l'économie de l'attention, le fait qu'en fait, on ait réduit le niveau d'attention de beaucoup de monde, surtout sur les jeunes générations, où en fait, moins on a d'attention, plus on va avoir tendance à accorder foi ou en tout cas accorder du crédit à des choses qui vont être expliquées au lance-pierre, etc. Et ça, c'est typiquement les stratégies qui sont appliquées aujourd'hui sur beaucoup de réseaux sociaux. Nous, c'est pour ça en fait qu'on essaie de se battre avec les mêmes armes. Nous, on part du principe que l'assistant qu'on développe, c'est entre guillemets, lui qui va être éduqué et c'est lui qui va apporter la bonne information vulgarisée, simplifiée au bon moment à la bonne personne. En fait, globalement, c'est ça qu'on construit. C'est un tuyau qui est capable d'apporter ce qu'il faut à la bonne personne au bon moment. Et nous, on estime que c'est un moyen de pouvoir combattre justement ces pratiques-là qui sont utilisées de la même manière par des sociétés qui, elles, en l'occurrence, ne cherchent que le profit. Pardon, juste pour quelques mots sur ce sujet parce que avant de lancer du profiler, on avait pu faire un sondage auprès des plus jeunes sur exactement ce sujet-là. Et ce qui nous avait frappé, c'est que pour les moins de 30 ans, les jeunes investisseurs vont beaucoup plus confiance aux influenceurs, donc dont YouTube est un des outils, qu'à une banque ou qu'un conseiller. Et donc c'est ça qui nous avait frappé et c'est pour ça typiquement que quand on a conçu l'outil, on a vraiment pu avoir un contenu qui était non biaisé entre guillemets, qu'on a pu montrer à différents régulateurs européens. Et c'est vrai que souvent nos clients vont l'utiliser sans marque blanche. Parce que quand on a creusé de savoir pourquoi vous faites pas confiance à vos banques ou aux conseillers, l'idée c'était parce que en fait, dans l'information qu'ils me donnent, ils veulent me refourguer le produit qui les arrange, donc je leur fais absolument pas confiance. Alors que l'influenceur en ligne, au moins lui il est honnête parce qu'il veut rien me vendre après. Bon. Contestable, mais discutable, mais c'est quand même le retour que c'est la perception que le ressenti. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit là c'est vrai qu'il y a un créneau de dire peut-être que le conseiller ou la banque peut mettre en avant un outil dont le contenu n'a pas forcément été créé par ses soins, mais justement par une entité externe, pour dire voilà, là le contenu que je vous donne, il est non biaisé, je veux rien vous vendre après, je veux juste vous informer, pour pouvoir justement un petit peu, on va dire, se créer une position. Se créer une position, voilà, exactement, parce que il y a évidemment beaucoup d'influenceurs de qualité, il y en a aussi qui disent vraiment n'importe quoi, parce qu'on en a vu quand même étudier un bon paquet, il y a vraiment il y a aucun moyen aujourd'hui de faire le filtre entre une information complètement fausse et un influenceur de qualité. Il y aurait presque un parallèle à faire sur les lettres d'analyse technique qui existaient dans les années 95-80, allez, on va dire au début du brokerage. On trouvait de tout, du chandelier japonais, des experts. La diffusion était beaucoup plus restreinte. Ça adressait les investisseurs individuels qui étaient fans de l'analyse technique. Maintenant, effectivement, ces problèmes de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Ask, de Reddit, finalement, on est sur les mêmes problématiques de comportement moutonnier que des investisseurs qui suivent une tendance sans réfléchir parce que tout le monde la suit. C'est le mal de notre époque. Enfin, c'est un des maux de notre époque. C'est toujours cette même problématique de bon sens, c'est savoir en fait finalement en tant qu'individu, est-ce que la formation qu'on me dispense ou l'information qui est la plus facilement et rapidement accessible est la plus pertinente, et c'est, je dirais, d'une certaine façon ce contre quoi vous luttez tous les quatre. Je suis pas sûr que ce soit que notre époque. Les emprunts russes, ça a bien marché avec un peu de com. Oui, mais c'est les réseaux sociaux à notre époque, là où l'emprunt russe, effectivement. Pareil, Panama, pareil. Les emprunts russes, personne ne savait que l'histoire allait basculer en 1917. Oui, mais enfin bon, Panama, c'est juste un peu de communication bien faite selon les normes de l'époque et les gens adhéraient. Et voilà. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises et vos témoignages respectifs le confirment. Est-ce qu'il ne faudrait pas espérer réunir, mutualiser tous vos efforts et finalement réunir au sein d'une même communauté des représentants de toute la chaîne de valeur pour essayer de construire ensemble un corpus méthodologique, éducationnel?
C'est ce Ou est-ce que ça, c'est utopique? Non, c'est pas utopique, c'est ce qui a été fait avec EducFi dont je parlais tout à l'heure. Alors après, il y a des débats sur qui le compose. Mais dans EducFi, à la main du gouvernement, ont été rassemblés les deux régulateurs, AMF-ACPR, Banque de France d'ailleurs, sûrement, les représentants des enseignants supérieurs. Alors le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul, qui représente tous les universitaires et tous les enseignants de France. Oui, mais après, bon voilà, c'est-à-dire, on a rassemblé les 5 organisations professionnelles représentant 5 domaines spécifiques. On a mis l'OCDE, si je me souviens bien, les membres du COPIL. Hein. On a mis, alors par rotation, les 15 associations de consommateurs épargnants françaises agréées par l'État qui sont en rotation par 5 sur un terme de 3 ans. Et on a formé donc un groupe comme ça qui est censé, et après évidemment, dedans sont liés à ça tout un tas d'organisations qui sont en plus pluguées sur le comité exécutif, celui qui met en œuvre à la main de la Banque de France, avec un secrétariat général à la Banque de France. Donc ça EducFi a essayé de le faire. Est-ce qu'on peut le refaire en dehors? Il y a des associations qui essaient de dire nous on fait de l'éducation financière et venez nous donner un coup de main. Alors elles sont d'ailleurs souvent un peu en concurrence avec le comité stratégique ou pratique d'EducFi. C'est un peu la difficulté, c'est de réussir à exister quand il y a eu ce truc qui a été créé, qui est à la main de l'État et que des fois il dit bah non j'y vais pas parce qu'en fait dedans il y a 2 ministres. Et donc, on comprend bien qu'en fait, ça se joue entre les 2 ministres, le gouverneur de la Banque de France, qui, quand ils disent, on va mettre un peu d'argent sur la table ou pas, ou finalement, ça nous paraît une bonne idée, derrière, tout le monde suit, quoi. On a eu une réunion du comité stratégique. Bon, on a donné nos avis. Si c'est pas repris, c'est mort. Voilà. Mais il y a un collectif qui a été créé par EducFi. Et je pense que c'est pas mal. Maintenant, on peut aussi le voir, d'où il empêche qu'un autre se crée, mécaniquement. Parce qu'il y aura toujours celui-là qui sera. Voilà. Est-ce qu'on pourrait essayer de remettre tout, de chaîner ce que l'on fait? Oui, on a essayé, nous, de le faire à l'Anacofi avec ceux de nos membres à un moment qui le faisaient, à notre humble échelle. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. On a essayé de bâtir à un moment, on a abandonné au bout de 2 ans parce qu'on avait essayé de chaîner les actions de com, télé, médias, sur Internet et autres de nos plus grands membres, avec ensuite chaîner les agendas en termes de participation à des événements ou de création d'événements. Au bout de 2 ans, on a craqué. On n'y arrivait pas. Il nous remontait l'information trop tard, le truc était passé, alors qu'on avait consacré un salarié à faire ça. Enfin, c'était très compliqué à notre humble échelle de réussir à faire ça. Et ça s'est fini par la commission école et université qui, du coup, sert à faire ça. Et puis le conseil d'administration, hein, quand on y est, s'il y a un sujet là-dessus, où finalement on va se remonter les infos parce que c'était trop compliqué à piloter. Éduquer c'est gagner, mais éduquer c'est compliqué. Et, malheureusement, je crois. Ouais, quand même une remarque positive, c'est l'INSEE là vient de sortir des chiffres qui sont très intéressants. C'est-à-dire qu'on peut les regarder frontalement avec le taux d'épargne des Français qui est à 17,5%. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que c'est la première fois que sur chacune des solutions d'investissement, il y a eu des évolutions majeures en 2023, des prises de position de ceux qui étaient investis dessus. Ce qu'on peut aussi en déduire, c'est que à force d'essayer quand même de faire des choses, et même si on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, ou en tout cas pas avant 25 ans, dans 25 ans on serait une autre génération, s'il faut, il aurait fallu recommencer avec d'autres méthodes. Mais résultat, peut-être que tout simplement ce qu'on a quand même essayé de faire passer les uns et les autres, ça a amené à ce que suffisamment de gens se jugent un peu capables de bouger, parce que si les gens ont bougé sur ces supports, c'est quand même qu'un plus grand nombre d'entre eux ont réussi à comprendre des choses. Voilà, plus du C, ouais. Un peu plus du C cette année, des mouvements sur les livrets, des choses comme ça. On a arrêté de stocker connement du pognon sur les comptes titres, sur les comptes courants, choses comme ça. Et l'INSEE dit c'est la première année que sur chacune des solutions, on a des mouvements notables. Donc c'est un marqueur que des gens ont pris des positions, ont pris des décisions. Tu prends une décision en général, c'est que tu estimes que tu es capable de la prendre. Très bien. Mais écoutez, merci à vous. On arrive à l'issue de ce webinaire de cette matinale. Merci pour vos interventions, Tiffaine, Alexis, Arthur et David. Et je vous dis donc à très bientôt. Alors là, on traitera peut-être le 22 mai prochain l'éducation financière. On fera peut-être un retour dessus lors du prochain Investment Day qui aura lieu ici au Palais Brognard.
Ce sera peut-être une des thématiques parmi toutes celles liées à l'investissement. Merci à vous. Merci.